Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur El Magharibiya. Quel plaisir de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Microscope. Soyez les bienvenus en ce samedi 17 juin, la rétro-info de la semaine. Nous allons revenir sur les différentes actualités qui ont dominé notamment l'Algérie, puis l'international aussi. On commencera bien évidemment pour rendre à nouveau hommage à l'érudit, au Cheikh Mohamed Tahar Ait Al-Jid, paix à son âme, qui nous a quittés cette semaine à l'âge de 106 ans. On reviendra sur son parcours, son côté aussi tolérant, modérateur avec nos invités. Dans un deuxième temps, c'était le 14 juin 2023 cette semaine. Qui dit 14 juin fait appel aussi et rappelle des souvenirs, période difficile encore une fois en Algérie, notamment dans la région de Kabylie. Le 14 juin 2001, ils étaient plusieurs à converger vers Alger, notamment un enfant qui devait déposer une lettre à Abdelaziz Bouteflika, ancien chef d'État, avec des revendications qui existent encore aujourd'hui, notamment au sein du Hirak de la Révolution, mais pas que, des revendications qu'on entend et qu'on lit tous les jours. Donc on reviendra sur cette période, on aura une pensée pour les familles, et on essaiera aussi de comprendre que s'est-il passé à cette période, et est-ce que depuis, surtout, c'est la question phare, est-ce que depuis les choses ont changé? Est-ce que le pouvoir fait toujours preuve des mêmes méthodes, ou alors il est plus à l'écoute, à l'ouverture, à la démocratie, à l'ouverture du champ politique et médiatique, même si malheureusement on en connaît déjà les réponses. Et puis pour terminer, dans un troisième temps, nous reviendrons. Abdelmadjid Tebboune, président algérien, a quitté la Russie en ce samedi 17 juin. Il a été plutôt d'abord accueilli. On essaie de comprendre comment il a été accueilli. Puis voilà ce qu'a dit Vladimir Poutine, son homologue russe. Abdelmadjid Tebboune, un leader, dit-il, qui respecte les intérêts de son pays. Voilà, la veille, on en a parlé hier soir, Abdelmadjid Tebboune a dit clairement que l'Algérie était un pays d'investissement, d'investisseurs. L'Algérie était prête. Ici, il a les éloges de son homologue. On va commencer donc par cette première actualité. On va regarder ces quelques images de ce grand monsieur, Cheikh Mohamed Tahar Ait Al-Jid, et on se retrouve tout de suite après. كان رجلا طال عمره وحسن عمله. كان صاحب مهابة وقبول متميز لدى العامة والخاصة. تواضع لكل من تعلم منه ولمن تعلم على يده وأدبه. كان رجلا تجلت فيه كل صفات الرجل المسلم: نخوة ووقار وهدوء وشدة في الحق. لا يرى في المجالس إلا مطرقا أدبا، صاحب صوت خافت حيي، صاحب خطاب وسطي معتدل مباشر لا متلكئ ولا متصنع، ورأي سديد حكيم ولم يكن مجادلا مكابرا. من الشمعة بجاية، مقصد طلاب العلم عربا وعجما، بلدة المولد ثاموغرا، سنة 17 و1000، والمنشأ أين حفظ القرآن بزاوية جده يحيى العيدلي، وبعدها التحق بزاوية سيدي أحمد بن يحيى أمالو، كما كان من أنجب تلامذة الشيخ عبد الحميد بن باديس، ليعود إلى ثاموغرا شابا في العشرين، عالما متفقها اعتلى بذلك كرسي الأستاذية، محيا إرث جده بزاوية يحج إليها الطلاب من كل حدب وصوب في الجزائر، وبنظام تعليمي مشابه للنظام الباديسي والزيتوني، وليصبح بعدها مصدرا لطلاب العلم لمختلف المعاهد أبرزها جامع الزيتونة. اجتهد في تأليف الرجال كمولود قاسم نيت بالقاسم ومحمد شريف قاهر والشيخ أبو عبد السلام والكثير الكثير. وبعد تفجير المستعمر الهمجي للزاوية، التحق وطلابه بالثورة مجاهدا وقاضيا شرعيا لجيش التحرير الوطني، ويقال أن عدد الشهداء من طلاب الزاوية تعدى 100، منهم 4 ضباط، بالإضافة إلى النضال الفكري والثقافي، متصديا لكل محاولات المستعمر تضليل الهوية الوطنية آنذاك. بعد الاستقلال اشتغل في التدريس وتفرغ لتأليف الكتب والشروح وإلقاء الدروس. 100 عام وتزيد
قضاها الشيخ الطاهر أيت علجت ما بين الجهادين العلم والكفاح المسلح قضى كل سنوات العمر مجاهدا من أجل الوطن والأرض والدين والهوية باللسان والسنان الرجل المعهد العالم المجاهد استوفى عمره والتحق بجوار ربه فإنا لله وإنا إليه راجعون بهذا الفقد العظيم. Voilà l'Algérie qui perd un grand monsieur, un enseignant, un homme de bonne parole. On a pu lire et pu voir des pluies d'hommages venus bien évidemment d'Algérie, du Maghreb, beaucoup en France et beaucoup aussi du monde entier, venus de tous, laïcs, pratiquants ou non, de différents cultes, de différentes cultures. Il était aimé de tous, à lire et entendre tous ces observateurs et ces invités qui ont aussi eu le plaisir et qui nous ont fait l'honneur de leur témoignage cette semaine. Apolitique, mais il s'exprimait, il disait les choses. Nos invités donc vont revenir sur le parcours et le sourire de ce grand monsieur. Moradi Efsah avec nous, bonsoir. Moradi Efsah, bienvenue, consultant en système d'information et vous êtes militant au sein du CCAF. Et bonsoir à tous vos invités, à tous ceux qui nous écoutent de par le monde. Merci d'être présent ce soir. Abderrahim Moussawar sur le plateau, militant FFS, Herakis, militant politique et enseignant de par sa profession. Bonsoir Abderrahim. Bonsoir Chaban, bonsoir à tous les téléspectateurs de Maghribia, l'équipe technique, aux invités. Merci pour cette invitation. Merci à tous les deux. Moradi Efsah, je commence par vous. Il nous a quittés donc à l'âge de 106 ans. Il y a quelques semaines, c'était son fils, Mohamed Salah, qui nous quittait aussi à l'âge de 87 ans. Paix à leur âme. Mais ce grand monsieur, ce cheikh, je pense que vous l'avez connu aussi. Qu'est-ce qu'il évoquait pour vous? C'était sa tolérance, sa façon de transmettre des messages? Moi personnellement, il y a deux aspects qui méritent à mon avis qu'on discute en ce qui concerne donc ce compatriote. Premièrement, à son âge donc de jeune citoyen algérien, il a répondu favorable, bien sûr, à la lutte pour l'indépendance. Il a été un maquisard. Donc, il avait donc su lier la conscience politique à l'action politique. Donc, dans une période difficile. Et ça, c'est quelque chose, à mon avis, de très important. Indépendamment de tout ce qu'il pouvait avoir comme culture, comme conviction ou comme attachement, mais l'acte donc de résistance dont il a fait preuve durant donc la guerre de libération pour participer et donner donc de son son engagement et bien sûr donner sa vie pour l'indépendance de l'Algérie, c'est un aspect qui est fondamental et pour notre jeunesse aujourd'hui, c'est une leçon. Le deuxième point, moi qui m'a attiré, qui m'attire et qui m'intéresse effectivement à débattre, c'est aussi donc l'homme après l'action, après l'indépendance, l'homme qui s'est totalement engagé dans la pensée, dans la réflexion, dans l'étude d'un domaine qui l'intéresse, qui est celui donc de la théologie et qui englobe plusieurs aspects et qui a tenu à transmettre de la connaissance et qui a tenu à effectivement pousser donc toutes les générations qu'il a fréquentées à débattre et à approfondir la connaissance sans aller dans la détestation et dans l'utilisation donc de ce savoir à des fins de mépris, à des fins donc de d'écraser l'autre. Et ça, à mon avis, c'est un aspect qui est quand même fondamental. Notre pays a besoin de gens qui ont le savoir, a besoin de gens qui ont des connaissances, mais non pas seulement pour eux, mais pour les transmettre et pour faire élever le niveau de connaissance et de conscience de l'immense majorité du peuple algérien. C'est de ça dont nous avons besoin pour sortir donc des impasses
que nous vivons, donc des impasses politiques, des impasses économiques, des impasses sociologiques, des impasses sécuritaires, etc., etc. Et donc je pense que tous les gens donc de cette trempe, tous les citoyens, tous les compatriotes de cette trempe, bien sûr, ça c'est quand même fondamental d'exprimer nos condoléances à sa famille, mais aussi à tous les Algériens donc qui perdent un penseur. Et je pense que à cette occasion, il y a une interpellation qui est adressée à toutes les intelligences, à tous les intellectuels algériens, de quelque bord ils soient, de quelques je dirais, options idéologiques, politiques, philosophiques, religieuses qu'ils soient, afin donc de participer donc à ce renouvellement donc et à cet éveil qui est en train donc de se poursuivre, particulièrement depuis l'ouverture donc du processus révolutionnaire 2019, de février 2019, qui a, je pense, aussi ouvert ce chantier qui est celui donc de l'acquisition du savoir. Et on le voit donc ces jeunes hirakistes, ces jeunes militants du Hirak, qui ont soif de connaître, qui ont soif de savoir, qui ont soif d'apprendre, afin donc de mieux dessiner le meilleur chemin, le chemin le plus pacifique, le chemin le plus démocratique, le chemin le plus propre, le chemin le plus honnête, parce que la question donc de l'honnêteté, la question donc de préserver donc les richesses du pays, et donc de fournir les efforts qu'il faut au profit donc du pays, sont des qualités dont le jeune militant a besoin pour pouvoir lui à son tour être à la hauteur, ou tenter donc d'être à la hauteur donc de nos prédécesseurs, comme donc ce cheikh qui a montré un exemple. Merci Mourad Ifsah pour ces quelques mots. Abderrahim Moussawar, Mourad Ifsah est encore tout jeune bien évidemment, mais voilà, vous incarnez aussi ce soir la jeunesse. Je pense que vous l'avez aussi entendu dans le cadre de ces veilles de nuit du doute, voilà, avant ce mois saint, ce mois béni de Ramadan. Mais avant d'évoquer, c'est un élément important qu'on évoquait cette semaine, c'est cet héritage, effectivement, au profit de la nation, du pays, aussi des mœurs, des mentalités, de l'ouverture d'esprit. Voilà, est-ce que c'est avec ces hommes qu'on arrive à peut-être à s'ouvrir de plus en plus? Mais avant d'évoquer ce point, un mot sur ce personnage. Qu'est-ce qu'il vous évoque? Allah yarhamou, je présente mes sincères condoléances à toute sa famille, ses proches et tous ceux qui l'ont connu de près ou de loin, à tous les Algériens tout simplement, parce que Cheikh Tahri Taljet Cheafour Bey, je me rappelle dès mon jeune âge, à chaque fois qu'il y avait, qu'on attendait le Ramadan, qu'on attendait l'Aïd, il était là avec sa voix douce, avec sa voix à la fois douce mais imposante, qui impose le respect. Je dirais même que des gens, des personnes comme Aït Aljet manqueraient vraiment à l'Algérie, ça va nous manquer, parce que ce soit sur le plan politique, sur le plan religieux, sur le plan spirituel, il y a toujours eu, par-ci, par-là, des femmes, des hommes qui prêchaient la fraternité, qui prêchait la solidarité entre les Algériens, les Algériennes, qui prêchait le pardon, la tolérance. Lui-même, c'était synonyme de retenue aussi. C'est important. À des moments où il y avait des crises multidimensionnelles en Algérie, quand on écoutait Aït Aljet Allah yarhamou, c'était quelqu'un qui apaise d'abord les esprits des uns des autres, et puis lorsqu'on l'écoutait, même s'il avait déjà des contradicteurs, même ceux qui n'étaient pas forcément d'accord avec certains points de vue, il l'écoutait de façon très respectable et respectueuse, parce que c'est quelqu'un qui a toujours été synonyme de paix. Et ce que je voulais dire aussi, et c'est très important pour des hommes de la trempe de Ahmed Tahri Taljet Allah yarhamou, c'est que lorsqu'il y a eu l'éveil populaire, le Hirak de 2019, c'est quelqu'un qui a dit clairement, il faut écouter ce peuple, il faut essayer de satisfaire les aspirations de ce peuple, parce que c'est un peuple qui n'a jamais renoncé à sa liberté, qui n'a jamais renoncé à la construction d'un État,
un pays dans lequel les uns et les autres se respectent, les uns et les autres s'acceptent, les uns et les autres prêchent la tolérance, prêchent la fraternité, l'harmonie, le vivre ensemble. Et c'était l'une des particularités de Cheikh Tahar Tadjit Allah yarhamou. Et je tiens vraiment à lui rendre hommage parce que c'est quelqu'un qui a marqué non seulement son époque, mais il a marqué les esprits de toutes les Algériennes et de tous les Algériens. Encore une réaction à chacun avant de passer à la deuxième thématique ce soir. Morad Yifsah, est-ce qu'il ne manquerait pas aujourd'hui, alors effectivement l'enseignement, la bonne parole, ce visage souriant et d'où la tolérance, il a rencontré aussi tous les différents partis tout au long de sa vie, il a côtoyé plusieurs personnalités sans spécialement entrer dans la politique, sans spécialement faire de la politique, alors qu'aujourd'hui, effectivement, il y en a certainement, mais on a quand même du mal à trouver des hautes personnalités de culte, notamment de pratiquantes musulmanes, de responsables religieux comme il était, puisque c'était un fidèle pratiquant. Mais il arrivait à faire passer un message sans spécialement, sans faire de polémique, sans interférer dans la politique, sans dénigrer aussi la religion musulmane. Parce qu'on sait aujourd'hui malheureusement que certains responsables ou représentants parfois ne prennent pas spécialement le bon chemin, ce qui dessert malheureusement parfois l'islam, comme c'est en France par exemple, pour ne citer personne. Je pense que nous sommes dans une période de l'histoire où c'est vrai que les hommes peuvent apporter un plus. C'est-à-dire que les contributions individuelles, elles peuvent initier des actions. Mais pour que des interventions d'individus puissent mener jusqu'au bout quelque chose, il y a besoin qu'il y ait un support, qu'il y ait une base, qu'il y ait des forces qui s'agrègent autour. Et c'est ça, quand on regarde, on ne va pas rentrer dans les détails parce qu'il ne faut pas non plus qu'on transforme un peu ce débat ce soir sur les questions. Il y a des périodes sanglantes dans notre pays. Il avait des positions, on peut dire, singulières sur ces périodes-là. Il était au centre aussi donc d'un milieu avec des influences. Malgré, il était respecté, il avait un point de vue particulier, c'est vrai. Mais malgré tout ça, il y a des moments où il n'a pas réussi à influer sur les événements. Et pour la simple raison, c'est que effectivement, il n'y avait pas les forces autour pour pouvoir porter ses idées, porter ses projections. Et donc, je pense que ces hommes de science, ces hommes de savoir, ces hommes de connaissance, ce qui est le plus important, c'est ce qu'ils ont laissé dans leurs écrits déjà, parce que derrière, ils enseignent. Et les gens, donc, ils trouvent les traces donc, de cet enseignement. Et bien sûr, après, donc, des gens qui sont capables de porter cette réflexion et peut-être de lui donner une autre dimension. Personnellement, quelle que soit la stature donc, d'une personne, je ne pense pas que les individus peuvent changer radicalement les choses. Mais ils peuvent influer. Et quand effectivement ils sont suivis par des forces, ils sont suivis par des mouvements, là effectivement ils sont capables de transformer, y compris la société. Donc, Cheikh Tahar Tadjit, c'est vrai, on peut dire, c'est un penseur. Donc personne ne peut contredire. C'est un penseur qui a laissé des choses. C'est quelqu'un qui a pensé donc des problématiques dans des moments difficiles donc de l'Algérie, qui s'est exprimé quand il faut, qui s'est tu. C'est-à-dire qu'il s'est fait violence à des moments, parce qu'il y a aussi, c'est aussi de l'intelligence à un moment donné. Donc pour quelqu'un qui a une idée, qui a sa propre vision donc d'un problème et qui décide de se taire parce qu'il considère que sa contribution c'est justement de se taire. Et tout ça, c'est un enseignement. Ça c'est aussi un enseignement. C'était pas un militant politique, c'était pas un dirigeant d'un parti politique, c'était pas un homme de pouvoir, c'était
on peut dire que c'est un penseur qui discutait avec tout le monde, qui était écouté, qui n'était pas tout le temps entendu, écouté par des gens au sein du pouvoir, écouté par des gens au sein de l'opposition, au sein de différentes grandes associations culturelles, musulmanes et autres, c'est vrai. Mais qui n'est pas tout le temps entendu. Hein. Ça, il faut quand même le dire aussi. Merci Mourad Yefsah. Pour la première partie, il fallait revenir sur ce grand monsieur, Cheikh Tahar Al-Djed, qui nous a quittés. L'actualité suivante, le 14 juin 2001, c'est quelques images qui nous rappellent tout de même des douloureux souvenirs encore aujourd'hui, et on va en parler juste derrière. Mourad Yefsah, quand on regarde ces images qu'on a entremêlées entre 2001, on a évoqué déjà sur ce plateau, bien évidemment, l'assassinat, la mort du jeune Massinissa Guerma en avril 2001, et puis quelques temps après, le 14 juin, c'est la même année avec cette marche. À part la qualité des images, on est en 2001, c'est la VHS et le Hi8. Aujourd'hui, on est sur du 4K, du 8K et bien au-delà. En fait, c'est quelque part le même combat qui existe toujours. Ce sont ces Algériens qui ont des revendications. Tu l'as bien précisé, entre 2001 et 2019-2023, il n'y a que la qualité d'image qui a changé. D'ailleurs, je trouve ingénieux ce mélange de vidéos, parce que ça s'inscrit automatiquement dans les mêmes revendications, le même mouvement, parce que si j'ai aujourd'hui une énième réponse à donner à ce régime qui a tenté, coûte que coûte, en 2001, et même jusqu'à 2002, de centrer, ou plutôt de concentrer, ou de faire en sorte que le reste d'Algérie, nos frères et sœurs partout où ils sont, croient qu'il n'y a que les Kabyles qui manifestent leur mécontentement, qui veulent. D'ailleurs, il est allé plus loin en disant que les Kabyles veulent un pays à part, les Kabyles veulent séparer l'Algérie, veulent casser l'Algérie. Jusqu'à aujourd'hui, on vient de rendre hommage à Metaharet Al-Jtashi Aforbe, quelqu'un qui vient de Tamokra. Wilayat Béjaïa, c'est vrai. De Béjaïa, qui est écouté, qui est respecté sur tout le territoire national, qui a fait la guerre de libération. Je pense que nous ne sommes pas obligés de revenir à l'histoire, aller plus loin sur la défense du territoire. Et c'est un pouvoir qui encore aujourd'hui, c'est intéressant ce que vous dites, bien sûr on a une pensée aux familles, aux douleurs psychologiques, aux disparus, etc. Mais c'est vrai que c'est encore, et Mourad Yefsah va réagir, mais c'est encore un pouvoir qui aujourd'hui, la main étrangère, le complot, on stigmatise, on utilise, on peut-être certaines régions d'Algérie comme celle de Kabylie pour diviser, alors qu'on a vu tout de même que ça n'avait pas marché pendant le Hirak, ni pendant les feux. Solidarité à travers tout le pays. Il continue toujours dans ce discours de... Pourquoi ? Parce qu'il a sa logique, sa raison d'être, c'est l'un des éléments qu'il utilise à chaque fois. C'est le fameux trio division, diversion, dispersion. La division, c'est parce que nous vivons en Algérie, il faut le dire fièrement, dans un pays qui a la taille d'un continent, un continent de
culture, un continent de langue, un continent d'espace géographique avec les particularités de chaque territoire, un continent de fraternité, un continent de langue aussi, c'est-à-dire les différences qu'il y a entre Algériens et Algériens, mais qu'on le veuille ou pas, il y a une réalité sociale en Algérie, c'est que en Kabylie, c'est une terre où des opposants, des hommes et des femmes, ont toujours lutté contre l'injustice, ils ont toujours lutté contre les inégalités, il y a toujours eu des soulèvements populaires qui disaient non à la division, non au pillage des richesses en Algérie. Nous voulons vivre dans notre terre telle qu'elle a été souhaitée par nos grands-parents, par nos ancêtres, par nos aïeux. C'est ça le message normal. C'est ce qui a été revendiqué fièrement en 2001 en Kabylie. Ils n'étaient pas là pour diviser la Kabylie. Nous, Kabyles qui sommes, en 2001, on brandissait le drapeau d'Algérie. La plateforme, la fameuse plateforme d'Al-Qsar, c'était une plateforme pour toute l'Algérie. On ne revendiquait pas uniquement Thamazigh, on revendiquait aussi l'arabe algérien. L'arabe algérien qui est une langue algérienne à part entière. Aujourd'hui, c'est une langue qui véhicule une culture nationale et je peux même dire que c'est une langue de communication entre tous les Algériens. Autrement, la Kabylie a été traitée de raciste, la Kabylie a été traitée de séparatiste. Après, bien sûr, lorsqu'on pousse le peuple à bout, il y a toujours eu des extrêmes. C'est normal, je ne pense pas que ce soit le sujet, mais c'est une réalité. C'est pour dire que tout ce qui a été au cœur des revendications des jeunes de Kabylie en 2001 ont exactement la même teneur et le même aspect des revendications du Hirak depuis 2019. Une Algérie libre et démocratique, le respect des droits humains, le respect de la personnalité et de la dignité humaine, le vivre ensemble, vivre dans un pays, vivre fièrement et librement dans notre pays. Morad Yefsah, 14 juin 2001, 14 juin 2023, 22 ans après. Quel mot vous mettez derrière cette période? Est-ce que le pouvoir algérien aussi, à un moment donné, selon vous, est-ce qu'il a pris de la maturité? Est-ce qu'il s'est un peu, est-ce qu'il s'est dit à un moment donné, oui, ce peuple a des souhaits, des revendications. Est-ce qu'il est plus ouvert aujourd'hui, selon vous, ou est-ce qu'on est toujours dans la même situation? Je pense qu'il faut rappeler trois petites choses sur cet événement que moi j'ai vécu. J'étais prof à l'université de Tizi Ouzou, donc durant cette période-là, et dès l'assassinat donc de Galmah Massinissa à l'université, nous avons tout de suite réagi avec d'autres collègues. Nous avons organisé des assemblées générales quotidiennes. Donc des enseignants, avec des travailleurs et des étudiants. Et nous avons donc réagi, fait des appels, nous avons fait des déclarations, nous avons fait des déplacements, nous avons été reçus par le Wali à l'époque sur cette question-là, donc des jeunes lycéens qui étaient lâchement assassinés. Donc c'est un lycéen qui sort donc de son école et qui a été assassiné par un gendarme. C'est du mépris, c'est un crime. C'est un crime et en plus de ça, il faut aussi donc rappeler les autorités supérieures du pays, en la personne du ministre de l'Intérieur, qui réagit de manière insultante contre ce jeune lycéen et tous les jeunes de la région. Donc l'analyse, nous on est des militants politiques, on est ici en train de faire de la politique et je pense que notre responsabilité aujourd'hui c'est de tenter de tirer des leçons donc de ces événements tragiques dont le seul responsable est le pouvoir qui était en place à l'époque, qui est toujours en place. Ça, il faut qu'on le rappelle à tous les citoyens, où qu'ils soient aujourd'hui. Celui qui est responsable de cette catastrophe de 2001, c'est le pouvoir algérien qui était au pouvoir à l'époque, qui était aux commandes à l'époque, quelle que soit l'existence de différentes factions, fractions, d'intérêts, etc., donc de lutte entre eux, et qu'ils voulaient utiliser éventuellement la Kabylie dans cette lutte. Mais pour nous, le premier responsable, c'est le pouvoir algérien et c'est celui qui existait en 2001, qui existe toujours aujourd'hui. D'une certaine manière, il y a une continuité. Dont le président actuel était Wali durant ces périodes 90 à Tizi Ouzou. Donc ça, c'est une première chose. Donc c'est les événements de 2001, c'est à la suite
d'une provocation. C'est une provocation organisée, orchestrée et sur place, qui a été suivie par des éléments. On les a vus, on a vu quelles étaient leurs appartenances politiques et leurs liens entre eux avec les différentes, je dirais, notabilités. Donc, pourquoi cette... à l'époque, Moulad Youssef, je vous interromps une seconde, vous parlez de cette orchestration, mais on sait déjà qu'à l'époque, le pouvoir avait plus de pouvoir, excusez-moi, de la répétition qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, on a quand même un peuple encore qui a retrouvé sa conscience, qui écrit, il y a les réseaux sociaux, etc. Donc à l'époque, on pouvait dire peut-être que le pouvoir dominait, maîtrisait. Pourquoi cette orchestration en 2 minutes, je sais que vous pourriez en parler longuement, mais selon vous? Pas parce qu'à l'époque, il y avait encore une lutte pour le pouvoir. Il y avait un président de la République qui était en place, mais il y en avait d'autres qui ne le voulaient pas, qui voulaient le remplacer au suivant scrutin. Donc il y avait bien une lutte pour le pouvoir, et la Kabylie était utilisée comme un aspect dans cette lutte. C'est pour ça cette provocation, et d'autres derrière qui voulaient absolument faire en sorte que cette provocation éclate. Je le dis parce que je témoigne avec des dizaines et des dizaines de collègues, de camarades, d'enseignants à l'université de Tizi Ouzou, des centaines et des milliers d'étudiants et de travailleurs. Nous avons tout fait pour faire en sorte que cette question-là soit traitée de manière politique, pacifique, et que les questions qui étaient posées soient traitées et discutées. Et d'autres sont venus de l'extérieur de l'université. On était en pleine assemblée générale et ils ont cassé l'assemblée générale dans laquelle on faisait donc un suivi donc de cette situation, et pour ensuite, et c'est à partir de là qu'ils ont lancé donc cette histoire donc de la Roche, et qui ont porté donc un mouvement dans un village. Il s'agit pas de, je pourrais pas revenir en détail. Il faut beaucoup de choses, il faut beaucoup de temps, il faut qu'on écrive d'ailleurs là-dessus. Il y en a qui ont commencé à écrire. Je trouve que c'est pas très juste. Il faut revenir aux éléments factuels. On peut pas comparer ce qui s'est passé en 2001 à 2019. 2019, c'est le soulèvement du peuple algérien à l'échelle nationale contre le système en place. En 2001, c'était une provocation du régime qui a assassiné un jeune et qui a donné lieu après à une situation insurrectionnelle dont des éléments au sein du pouvoir ont tenté par tous les moyens d'envenimer et de pousser vers l'extrême. Moi, j'ai vu les scènes de violence donc, en Kabylie. Vous savez, c'est inimaginable. C'est inimaginable. Moi, je suis de la région de Tizi Rached, et à Tizi Rached, je partais donc dans le centre de Tizi Rached, et je voyais comment les affrontements se déroulaient. C'est énorme. C'est pas comparable du tout. C'est pas la même chose. 2001, c'est un autre événement d'autre nature. Et avec des fondements qui sont autres, avec des objectifs qui étaient autres. La population de Kabylie était piégée par le pouvoir. Elle était piégée par le pouvoir, elle était dirigée vers un massacre. Et c'est ce qui s'est passé, c'est un massacre qui a eu lieu. Il n'y a pas eu une révolution en 2001, il n'y a pas eu une révolte en 2001. Il n'y a pas eu la plateforme de l'Aqsar, mais je l'ai lu, j'ai lu le projet, je connais les rédacteurs, je connais... Bon, on ne va pas revenir dessus. Oui. Mais ce n'est pas comparable avec 2019. Février 2019, c'est un vrai processus révolutionnaire qui est venu des profondeurs du peuple algérien. Un espoir est né. Ce n'est pas un désespoir, ce n'est pas une provocation, c'est un espoir. Et des gens qui étaient sûrs d'eux, des millions, et qui savaient où ils voulaient aller et comment y aller, et surtout ce qu'il ne faut pas utiliser, à savoir la violence. Et je pense que nous avons le devoir et la responsabilité de le dire aux jeunes aujourd'hui. La révolution, c'est pas une réaction. La révolution, c'est des jeunes et des moins jeunes, des femmes et des hommes qui ont un projet et qui veulent donc le mener jusqu'au bout. C'est pas en réponse à quelque chose d'autre, à une provocation ou à une insulte ou un assassinat ou autre. Donc ce qui s'est passé en 2001, encore une fois, je le répète, c'est un crime.
c'est un crime et la responsabilité incombe au pouvoir qui a vraiment piégé toute une population et dont les conséquences on continue à les payer. Parce que l'une des pires conséquences de 2001, c'est la création du MAC. Parce que des aventuriers qui ont effectivement poussé des jeunes, dans des impasses, eh ben, dans ces impasses, ces jeunes, à un moment donné, ils ont dit eh ben, on ne peut plus, et qui sont engouffrés. Je ne sais pas si vous m'entendez, Mourad Yefsah. Une réaction d'Abdelrahim Moussaouer là-dessus, peut-être effectivement sur cette comparaison, et puis on passera. Mais voilà, ce que vous soulevez, c'est important, mais on passera ensuite à la Russie, bien évidemment. Bien sûr que c'est très important. Après, l'aspect qui n'est pas comparable, ce n'est pas un aspect qui serait contradictoire non plus. Parce qu'en 2001, effectivement, tout le monde a vu, a vécu. Nous avons vécu toutes ces provocations de police, de gendarmes, de CRS. Ils sont même arrivés à ramener des parents en Kabylie, c'est une réalité. Ça a commencé par un assassinat, un crime contre Germah Massinissa. Ça a été suivi par 128 jeunes qui ont été assassinés. Mais est-ce qu'on pourrait dire aujourd'hui que par la suite, après les provocations policières, les assassinats contre des jeunes en Kabylie en 2001, ce qui est venu par la suite, c'est des revendications nationales. Les jeunes en Kabylie, ils ont réagi, et dans cette réaction, ils ont porté des slogans. Il y avait l'état civil et non militaire aussi. L'état civil non militaire, contre la casquette dans la question politique, c'était pour un État libre, démocratique. C'était des slogans qui sont venus après ces provocations. Ce qui fait que là, je pense que opposer, je ne pense pas que ce soit l'intention de Mourad, mais on ne peut pas les opposer. Au contraire, je vais aller plus loin en disant que 2019, le Hirak de 2019, c'est l'une des continuités de ce qui s'est passé en 2001. Et puis, toutes ces 80, 86, 88, 63, 65, l'aspect peut-être, le pacifisme, etc., n'était pas tout à fait comme celui de 2019, mais ça s'inscrit dans la continuité, où les jeunes en Kabylie, ils ont eu cette réponse à la répression policière en revendiquant un changement pacifique, un changement radical en Algérie, et ce sont les slogans de 2019. Merci, effectivement, je sais que certainement Mourad Yefsah aimerait réagir, enfin encore à nouveau, mais bon, on aura l'occasion, voilà, comme on le fait à chaque fois au sein de la rédaction, c'est de revenir sur ces grandes dates qui souvent sont douloureuses en Algérie. Le président algérien disait donc avant son départ à son homologue russe, on va passer maintenant à ce voyage depuis le 13 juin dernier, jusqu'à ce matin, Abdelmadjid Tebboune était donc en Russie. Il y a ce forum économique qui a lieu à Saint-Pétersbourg depuis 2006. Mais il y a eu cette rencontre tout de même avec un accueil aussi important. Nos invités vont en parler. Voilà ce que dit le président algérien. Les entreprises publiques et privées de Russie, alors même les entreprises publiques de Russie et du monde entier, donc sont invités à explorer le climat des affaires en Algérie, un climat plutôt ambitieux. Le pays est devenu une destination d'investissement prometteuse grâce aux réformes clés mises en œuvre par le gouvernement, donc par sa politique. Il est là depuis plus de 3 ans et demi maintenant. Un environnement stimulant pour les opérateurs économiques dans un pays déterminé à mettre en œuvre un plan d'investissement ambitieux dans plusieurs domaines, de l'agriculture aux produits pharmaceutiques en passant par la culture. Donc c'est plutôt positif, on est plutôt ravis d'entendre ça. Mais est-ce que réellement l'Algérie est prête aujourd'hui à être un grand pays d'investisseurs? On écoute le président algérien justement qui exprime ces quelques mots. بهذا الصدد أؤكد أن المجال مفتوح أمام المتعاملين الاقتصاديين الذين يمكنهم الاعتماد على دعم الحكومة الجزائرية للمستثمر، وعليه فإنني أدعو الشركات العمومية والقطاع الخاص في روسيا والعالم إلى استكشاف بيئة الأعمال في الجزائر والاستفادة من المحفزات التي تتيح لهم إنجاز مشاريعهم الاستثمارية مجدية في مختلف القطاعات ووفق مقارنة رابح
Voilà, le président algérien, donc il s'est exprimé. Je disais donc en début d'émission aussi, je rappelle qu'il y a quelques jours, il avait dit clairement qu'il y avait 1400 projets en cours en Algérie et que, je continue à citer le président algérien, l'Algérie connaît une renaissance économique sans précédent. Et il a eu donc un message assez fort de son homologue russe. Le président algérien est un leader qui respecte les intérêts de son pays. Morad Yefsah, la Russie, ce rapprochement. D'abord un mot sur ce rapprochement. On va parler des investissements juste derrière, ça sera les deux questions principales. Mais d'abord ce rapprochement, est-ce que à moyen terme ou à long terme, c'est un rapprochement qui pourra causer des conséquences néfastes, négatives pour la diplomatie, pour le pays, ou ça sera plutôt positif puisque la Russie est tout de même aujourd'hui dans un contexte particulier, notamment isolé, et que le président algérien aujourd'hui a pris part d'un bon moment, de 3 belles journées, et qui se dit en même temps vouloir jouer un rôle de médiateur dans un conflit entre l'Ukraine et la Russie. Je ne pense pas que Volodymyr Zelensky puisse le rencontrer après de tels moments avec Vladimir Poutine. Voilà les deux axes. Vous avez la parole sur ces dernières minutes. Oui, juste pour 2001, il y a une note politique très intéressante de Hossein Aït Ahmed concernant justement concernant donc cet événement qui est très intéressante à lire. Je trouve que elle était vraiment l'une des notes, l'une des analyses les plus intelligentes qui ont été produites à cette époque. Concernant donc cette visite d'État en Russie. Je pense que pour l'Algérie, c'est une visite qui est très importante dans cette période. Hein. Vraiment, et d'ailleurs tout le monde l'a souligné, qu'il y a des pressions. Il y a des pressions sur l'Algérie pour justement ne pas y aller. Et malgré ça, donc, il y a ce déplacement de cette envergure. Et on voit bien que l'Algérie a mis beaucoup d'efforts, s'est engagée énormément donc pour améliorer et même plus que cela donc des relations politiques, commerciales et certainement autres donc avec la Russie. Et bien sûr, ça aura un impact. Il faut quand même savoir que actuellement, la situation donc en Ukraine, donc dans cette guerre entre l'OTAN et la Russie, suite donc à l'agression donc de l'Ukraine par la Russie, il y a donc comment dirais-je des manœuvres aériennes de plus de autour de 25 pays qui jamais donc des manœuvres de ce type n'ont été organisées, donc avec des milliers d'hommes, avec des centaines d'avions donc de tous ces pays-là. Ça veut dire qu'il y a aujourd'hui donc l'OTAN qui ne cesse donc de s'avancer, de s'impliquer directement et indirectement donc dans cette guerre. Il y a une volonté donc de l'OTAN donc de finir cette guerre pour aller se concentrer sur l'essentiel de son problème, à savoir donc la Chine, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a aussi un autre dossier très chaud et qui ne cesse donc de chauffer encore, c'est celui donc de la Chine. Cela veut dire que nous avançons dans une de jour en jour, de semaine en semaine. Mais pour le président algérien, dans une situation difficile. Merci et certainement, donc l'Algérie va subir les foudres des Américains et de l'OTAN. D'accord. Donc il y a quand même des foudres. Donc il y aura des moments un peu difficiles. Pour l'Algérie, pour la diplomatie algérienne. Un mot sur d'abord le rapprochement. Est-ce que le président algérien a sa diplomatie? Alors hier, on avait un invité qui nous disait clairement que c'était l'état-major qui avait envoyé le président algérien. Mais en tout cas, il y était, l'Algérie était présente. Est-ce que dans les semaines, les mois à venir, ça sera plutôt bénéfique ce rendez-vous et est-ce qu'il portera ses fruits? Est-ce qu'il portera ses fruits? L'avenir nous le dira. Mais moi, je pense qu'au-delà de ça, de cette visite de Tebboune à Moscou, il y a un contexte géopolitique international qui est aujourd'hui vraiment instable. C'est une réalité. À un certain moment, le monde occidental, entre guillemets, il commence vraiment à perdre de sa crédibilité, notamment avec des partenaires, ces pays qui se trouvent en Asie, en Afrique, en Amérique latine,
je pense que ce monde occidental, en perdant sa crédibilité, il perd sa crédibilité face à une sorte d'émergence d'un nouveau monde qui irait dans le sens de non seulement de la bipolarité, mais de la multipolarité. Ça veut dire certains pays, c'est une réalité, veulent sortir peut-être de la tutelle des États-Unis, de l'Occident, de l'OTAN. Et puis sur le plan économique, ça a un impact, c'est-à-dire c'est l'économie, c'est les enjeux économiques qui ont un impact sur les prises de position aujourd'hui. Sinon, le rapprochement, moi personnellement, je ne l'appellerai pas ainsi parce que traditionnellement, la Russie, l'Algérie, ça remonte c'est-à-dire à des décennies auparavant. Je ne pense pas que ce soit un rapprochement, mais c'est peut-être une sorte d'affirmation de vouloir changer de tutelle. Il y a eu des mots forts quand même, solidité, amitié. Bien sûr, amitié, les partenariats, parce que les partenariats économiques, vous avez le partenariat militaire qui a été abordé. Là, c'est-à-dire ce que je suis en train de dire, c'est au-delà de toute vision qu'on a de la supercherie qui est en train de provoquer le système, le pouvoir algérien en Algérie. Mais la scène politique internationale aujourd'hui, la situation géopolitique et le positionnement des uns et des autres fait qu'on doive regarder quand même la question de façon avec un peu plus de sérénité, un peu plus de retenue, parce que il y a des changements qui sont en train de s'opérer et qui vont s'opérer dans le monde aujourd'hui. Donc là, je pense qu'il est de l'intérêt de chaque nation, notamment les pays en voie de développement, d'émergence. Il est de l'intérêt de chaque nation de se positionner, d'avoir des partenaires, ce qui est le cas de tout le monde. Et l'Algérie ne fera pas l'exception. Sauf que dans l'histoire, notre pays s'est toujours inscrit dans le non-alignement. Moi, ce que je souhaite, c'est que ce non-alignement ne soit pas passif. Il faut que ce soit un non-alignement productif et actif, c'est-à-dire en imposant des possibilités pour la paix, en imposant le fait de démilitariser, je peux même dire de dénucléariser le monde. Ça, c'est un objectif dans l'absolu, à long terme. Mais l'avenir nous dira beaucoup de choses, en tout cas. Mourad Yefsah, encore deux minutes chacun, il est 19h48. Je ne vais pas relire ce que j'ai dit. On a écouté le président algérien nous parler de relance économique comme jamais en Algérie, et puis que l'Algérie était prête vraiment à recevoir des investisseurs publics, privés et russes du monde entier. Il a même eu les félicitations de Poutine, qui dit c'est un leader qui respecte les intérêts de son pays. Vous êtes d'accord avec toutes ces annonces? Oui, je pense que la situation du pays, elle n'est pas bonne. Elle n'est pas bonne du tout. Enfin, moi, en tous les cas, les informations que j'ai, les discussions que j'ai avec des gens que je connais, des universitaires de différentes spécialités, non, la situation n'est pas bonne du tout, du point de vue économique, du point de vue de l'emploi, du point de vue du commerce, du point de vue des entreprises qui ne redémarrent pas, du point de vue donc du bâtiment qui continue à comment dirais-je, qui est bloqué. Donc on sait bien que les choses ne fonctionnent pas très bien encore du point de vue économique. On est très loin. On n'est pas indépendant ni alimentairement, ni industriellement, et on voit le niveau aussi donc de l'éducation, on voit la situation de la santé, on voit tous les jours donc des Algériens qui ont les moyens, dès qu'ils ont un petit bobo, s'il a les moyens, il vient se soigner en France. Donc la situation elle n'est pas bonne du tout. Il peut pas nous dire que la situation est bonne. Non, la réalité concrète que nous vivons tous les jours, que ça soit au niveau micro, donc au niveau des individus, il y a des individus aujourd'hui, des gens que je connais, qui vous disent que on mange pas de fruits, on mange pas de légumes. Donc il y a un niveau de paupérisation qui est très fort, mais aussi tout le reste, le niveau donc des libertés encore pire, donc les intimidations, la peur, la hogara, etc. Donc la situation n'est pas bonne du tout à tout point de vue. Donc est-ce que le président algérien en allant à la Russie
Est-ce qu'il va apporter un changement radical à la situation? Je ne pense pas. Les relations que nous avons avec la Russie, avec l'URSS, attention, c'est deux choses différentes. Nous étions donc à l'époque du GPRA, c'est une direction politique très différente de celle d'aujourd'hui. Celui qui a défini la politique étrangère de l'Algérie, c'était Dr Lamine de Barine en 1957. Je vous laisse terminer là-dessus. Et c'était avec l'URSS. Et l'URSS, c'était autre chose. L'URSS, c'était donc l'Union des républiques socialistes des pays de l'Est, de Russie et celles qui sont autour. Et c'était d'autres bases politiques, économiques et sociales. Aujourd'hui, nous avons affaire à un autre pays. La Russie est un pays de... Merci, cher Mourad. Merci infiniment. Je voudrais juste donner 20 secondes. Est-ce qu'on peut investir en Algérie aujourd'hui? Alors, au-delà de ces sorties internationales qu'essaie de prendre de faire le système en Algérie, les relations avec la Russie, etc., il y a une réalité en Algérie. Lorsqu'on parle, parce que j'ai envie de reprendre juste en quelques secondes cette phrase qui dit « Les Algériens sont nés libres, ils sont libres dans leur position, mais jusqu'à ce qu'ils soient emprisonnés par ce système. » Très belle chute en tout cas, je le pense. Merci Abdelrahim Moussawa d'avoir été avec nous, militant politique. Merci à Mourad Yefsah, militant politique au sein du CCAF et consultant en système d'information. Merci infiniment aux équipes qui nous accompagnent pour ces émissions en régie. Dans quelques instants, l'édito de Jamaldine Benchenouf, je crois. Je vous souhaite une belle soirée. À demain, je l'espère.